Bonjour à tous et bienvenue sur Autofocus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement parler ensemble d'un sujet qui me revient assez souvent, qui est la question de avec quoi je dois démarrer quand je débute en argentique. Aujourd'hui, donc, vous savez que si vous fouillez un petit peu sur YouTube, vous pouvez trouver de tout, différentes explications sur les différents moyens de prise de vue, etc. Vous savez que dans la grande majorité, vous avez deux films qui sont extrêmement connus. C'est les types 120, donc qui sont destinés pour les appareils moyen format, et les 135, qui sont destinés, ou 24-36, hein, c'est la même chose, qui sont destinés donc à des appareils réflexes que l'on connaît. Voilà, de la même manière, c'est l'équivalent plein format de nos numériques actuels. Concernant les pays, donc aujourd'hui d'ailleurs, on va se concentrer exclusivement là-dessus. Je ne vais pas vous parler du format 120. On va se concentrer uniquement sur le 24-36, qui à mon sens est un peu plus simple peut-être d'utilisation. Alors après, j'ai pas suffisamment de background pour vous dire est-ce que c'est mieux le moyen format ou le 24-36. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous parle vraiment de ce que je connais, on va dire mieux, qui est donc la partie 24-36. Alors, concernant la pellicule, je vais pas vous faire un conseil. Prochainement, je vais vous faire une vidéo, voire même plusieurs, sur les différentes pellicules. Vous savez que vous avez du noir et blanc, du couleur, ça va dépendre de vos goûts photographiques tout simplement. Là, par exemple, là, vous voyez, aujourd'hui avec moi j'ai une Ilford 400, je ne l'ai pas encore testé. Certains disent que c'est l'équivalent de Tris 400 en mieux. Donc je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Il y a les Pro Ilford, il y a les Pro Kodak, les Pro Fuji, donc voilà. Dites-moi en commentaire ceux qui l'utilisent, qui me disent un peu ce qu'ils en pensent. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc dès que je shoot avec, je vous fais une petite review dessus. Vous avez donc un noir et blanc, et ça, donc je vous conseille en fait de démarrer. Vous avez toutes sortes de choses, que ce soit du 100, 125, du 50 ISO. Et je vous conseille en fait de démarrer avec cette pellicule-là. C'est la Tris 400, donc de chez Kodak. Elle coûte pas très très cher. C'est une pellicule qu'on présente quasiment plus parce qu'elle est juste mythique. C'est une pellicule qui a l'avantage donc déjà de pas trop être cher. En général, je prends les 5 pour 30 euros le pack de 5, donc c'est pas très très cher en fin de compte. Et elle supporte pas trop mal, voire même carrément bien, les écarts d'exposition. Donc, alors évidemment, si c'est sous-exposé, c'est un peu bof, mais sur une Surex, ça passe super bien, même si c'est une Surex de plus 7 IL ou plus 7 diaph, hein, appelez ça comme vous voulez. C'est violent comme elle le supporte carrément bien. Donc voilà, bon là je donne un cas extrême, un exemple extrême, mais voilà, vous pouvez partir là-dessus. En couleur, alors je sais déjà que je vais faire jaser quelques puristes. Là encore, je ferai un test, enfin je vous ferai un retour sur les différentes pellicules couleurs que j'ai pu tester, c'est pas une liste exhaustive. Là avec moi j'ai une Fuji Superia 200. Alors là déjà j'ai les puristes qui gueulent derrière. Franchement, elle est pas très chère. Enfin, les derniers prix là, elle commence à augmenter un peu, donc c'est un peu déconné. Mais elle est pas très très chère et moi je suis toujours content des photos que j'ai réalisées avec. Donc pour moi, rapport qualité-prix, elle est vraiment pas mal. Après, oui, il existe d'autres modèles plus chers, etc. Mais j'y reviendrai plus tard. Concernant donc cette Superia 200, là aussi, elle supporte plutôt bien les écarts d'exposition lorsqu'on est sur de la Surex. J'ai déjà fait des Surex à plus 3 diaph, c'est toujours bien passé. Donc, j'ai toujours un bon rendu des couleurs. Elle a un rendu colorimétrique qui est propre à cette pellicule. On aime ou on n'aime pas, moi je sais que j'apprécie l'usage de cette pellicule-là. Alors, concernant les joujoux, vous avez vu sur la miniature YouTube qu'il y avait quelques joujoux de présents. Je vais vous en montrer différents. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de partout, eBay, en brocante, différents appareils photo en 24-36. J'exclus les compacts tout automatiques.
Là, je vais vous parler enfin, je vais juste vous présenter déjà celui-là, qui est donc le Fujica 35 Auto M. Pourquoi Auto? Parce qu'en fait, il a un système ici, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais qui permet en fait de mesurer la lumière. Il n'y a pas de pile, qui fonctionne sans pile, c'est absolument génial. Bon voilà, lui par contre c'est un compact, mais de type télémétrique. Alors, la visée télémétrique, qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai le lien d'un article que j'ai trouvé en description. Et je vous montre juste l'une des photos extraites de cet article-là. Donc, en fait, comme vous voyez, donc là c'est sur ma droite, donc vous ça va être à gauche sur l'écran. Vous avez donc là vous voyez avec l'exemple de l'œil, vous avez en fait deux images. Enfin, vous avez votre image, enfin normale, qui est liée à votre visée, hein, donc c'est votre vue, et vous avez une image qui correspond à ce que vous voyez, qui est sur le côté. Le but du jeu, c'est d'aller les mettre ensemble, les confondre, pour que vous ayez votre focus qui soit bon. Je ne vous le conseille pas pour démarrer. C'est un très bel objet, mais je ne vous le conseille pas pour démarrer. La visée télémétrique, c'est quand même particulier. Donc, je ne vais pas vous dire allez-y, partez là-dessus. C'est un bel objet, c'est bien de s'essayer à ça, mais plus tard, quand vous avez déjà travaillé différentes choses avant qui, je pense, sont un peu plus importantes. Donc, je ne conseillerais pas forcément de démarrer avec un télémétrique. Ensuite, vous allez retrouver des appareils un peu plus vintage, comme celui-ci. Donc là il est avec une poignée parce que dedans il y a des piles. Donc lui, c'est un Nikon FG. Hop, voilà, j'enlève le moteur. Donc vous allez souvent retrouver ça avec un 50 mm. Donc là, c'est ce que j'ai. Lui, il fonctionne avec pile. Donc là, c'est des petites piles que vous mettez ici, vous en insérez deux. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme modèle, mais on s'en fout. Alors, ce type de modèle-là, pour démarrer, c'est bien si par exemple vous ne l'avez pas acheté. Je m'explique. J'ai fait la très mauvaise expérience, je vais vous la mettre en photo. Là, je vous ai parlé d'un Fujica 35 Auto M. Lui, je sais où je l'ai acheté, je sais qui y a derrière, qui s'en est occupé. En fait, tout ça, c'est tout bête. Hein, j'ai acheté ça auprès d'une boîte anglaise qui reconditionne totalement tous les boîtiers argentiques, donc il les reconditionne à neuf. Vous payez un peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr que le produit fonctionne parfaitement. J'ai fait la mauvaise expérience avec donc d'autres Fujica, c'est des STX 1N et AX3, qui à la base sont assez réputés, etc. Sauf que déjà les mousses, il faut les changer. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif. Pourquoi? Parce que j'ai deux mains gauches. Donc apparemment, on peut très bien le faire soi-même, mais voilà, quand vous avez deux mains gauches, à un moment donné, vous n'y arrivez pas, et puis voilà, c'est tout. Hein, puis on peut finir aussi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais donc vous pouvez le faire, je crois, pour quelques euros, ça, vous pouvez le faire vous-même, mais donc vous avez une usure, puisque c'est des mousses qui s'usent assez rapidement. Et en fait, voilà, j'ai eu cette expérience-là, et le problème, c'est que vu que c'est des boîtiers, j'avais acheté ça sur eBay, je vous avais fait d'ailleurs une review avec le fameux risotto, vidéo qui vous a plu manifestement, mais j'avais fait donc cette vidéo-là pour vous expliquer, parce que il y avait une forte odeur, humidité, etc. Justement, le problème, c'est que avec ce type d'appareils qui sont sortis dans les années, celui-là c'est plus années 80, c'est ça, les années 80, les Fujica c'était pareil. Quand vous avez des appareils qui datent comme ça des années 80, mais qui sont mal conservés, très souvent, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve. Vous allez retrouver des appareils parce que ça a été retrouvé dans la cave du grand-père qui est décédé, etc. Et le truc ça a été dans l'humidité. Du coup, ça démonte tous les mécanismes. Et moi, en fait, je me suis retrouvé à avoir le levier d'armement bloqué sur deux de mes trois boîtiers. Donc c'est chiant, quoi. C'est chiant et c'est assez décourageant. Donc limite, on vous conseille plus de le virer, de le changer, plutôt que de le réparer, quoi. Donc c'est pas tip top. Donc
Celui-là, je l'ai et je connais le propriétaire. Il a un vécu, mais je sais qu'il a toujours été parfaitement bien entretenu. Donc, j'ai pas de. Je sais que là, sur celui-là, théorie, j'aurais pas de problème. Alors, on va partir plutôt sur ce que je vous conseille, avec lesquels je vous conseille de démarrer. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a deux. Celui-là, il est ultra débutant. C'est le Nikon F400X. Alors, Nikon, Canon, peu importe, il y a plusieurs modèles qui existent à gamme égale. C'est un boîtier qui est hyper simple d'utilisation, dans le sens où vous avez, là vous gérez ici votre ouverture, etc., votre vitesse. Hyper simple d'utilisation. Vous avez juste un viseur, un rond qui vous dit que votre focus est fait. Quand il y a un plus, ça veut dire que c'est surexposé d'un diaph. Quand il y a un moins, c'est que c'est sous-exposé d'un diaph. C'est aussi simple que ça. Voilà. En sachant que je vous conseillerais toujours sur la pellicule, peut-être pas noir et blanc, mais au minimum couleur. Quand vous débutez en photographie argentique, surexposé d'un diaph toutes vos pellicules argentiques. Le rendu des couleurs ne sera que meilleur. Donc, je vous le conseille. Celui-là est vraiment bien. Par contre, si vous l'achetez, il va fonctionner. Alors, vous avez de l'autofocus aussi. Donc, ça, quand vous démarrez, avoir ce confort-là, c'est quand même cool. Mais il va fonctionner avec des optiques de série D. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre. Alors, série D, là, je parle pour les Nikonistes. Si vous parlez Nikon comme moi, les modèles série G, qui ont un autofocus électronique et pas mécanique, l'autofocus ne va pas fonctionner, vous pouvez le mettre, mais ce sera du focus manuel exclusivement. Là, on est sur une optique 1.8, 50 mm 1.8 série D, qui donc a un autofocus mécanique et qui fonctionne du coup très bien, fonctionne en plus avec 4 piles AA, toute simple, voilà, donc c'est hyper confortable. Moi j'ai débarré l'argentique avec celui-ci et celui-là je peux vous le conseiller vraiment, il coûte pas cher aujourd'hui vous le trouvez, allez, sans l'optique vous le trouvez à 20-30 euros sur eBay en bon état, donc voilà, celui-là je vous le conseille. Il y a un que je vous conseille, parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et c'est merveilleux. Mais c'est hyper confortable, je vous le dis de suite, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque ou pas, non? Non? C'est juste exactement le même que nos boîtiers numériques actuels. Voilà, c'est exactement le même. Vous voyez dessus l'optique que j'ai mis, c'est un 50 mm 1.8 série G. L'autofocus électronique fonctionne dessus, pas besoin d'un autofocus manuel nécessaire, d'un autofocus mécanique qui soit obligatoire. Le 1.8D passe très bien dessus, mais celui-ci fonctionnera également très très bien. Vous pouvez mettre toutes vos optiques récentes dessus, l'autofocus fonctionnera, c'est merveilleux. La seule différence, c'est juste que vous n'avez pas l'écran derrière, c'est tout, hein. Mais sinon c'est exactement pareil. Là vous avez le fameux mode, alors ceux qui connaissent chez Nikon, le PASM, donc c'est pour les canonistes c'est pareil, hein, c'est TV, AV, et après je connais plus les autres, mais plus le mode manuel. Donc il y a absolument tout dessus. Vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités. Vous avez un petit écran ici de rappel. Quand on le voit comme ça, c'est encore plus flagrant. Là, vous vous dites vraiment, non, il est en train de me montrer un numérique et pas un boîtier argentique. C'est des boîtiers qui sont récents. Alors je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a une péloche dedans. Justement, je suis en train de finir ma dernière trick cassant. Vous avez tous les modes ici de mesure de lumière. Donc c'est, celui-là est vraiment extraordinaire et vous le trouvez. Alors il y en a, attention, sur eBay qui s'enflamme. Puisque je l'ai vu autour des 100 euros le boîtier nu. Non. Alors là c'est un F80, je ne vous l'ai pas dit, c'est un F80. Le bébé au-dessus, c'est le F100. Le F100, pour moi, trop lourd. Et puis, alors, les argenteux vont dire, oui, enfin, c'est extraordinaire. Le F100, c'est encore un niveau au-dessus. Oui, un 5D Mark III, c'est au-dessus d'un 5D Mark II. Pourtant, les canonistes, je suis sûr que le 5D Mark II, il est déjà merveilleux. Idem chez Nikon. Là, en ce moment, tout le monde s'enflamme pour le D850. Je suis sûr que le D810, il n'a rien à perdre. Il n'est pas du tout à rougir par rapport
au D850. Voilà, il y a des fonctions qui sont un peu plus importantes. Voilà. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer un peu plus cher? Je suis pas sûr. Le F80, voilà, il y en a qui s'enflamment. Moi, personnellement, j'ai trouvé un gars sur le Bon Coin qui habite à côté de chez moi et c'est un fan de Nikon. Il doit avoir 40 modèles Nikon différents. Pétage de plomb, j'ai vraiment halluciné, c'est un vrai musée chez lui. Et il avait en triple, donc il me l'a vendu tout simplement, et je l'ai eu pour un peu moins de 50 euros nu. Des optiques, je les avais déjà, donc pas besoin d'en acheter en plus. Là-dessus, vu que c'est des objets qui sont assez récents, ils ont été commercialisés dans les années 2000, vous allez avoir, donc, comme je vous ai dit, toutes les fonctionnalités. Surtout, vous allez donc toutes les fonctionnalités que vous retrouvez aujourd'hui. Donc très très confortable et surtout voilà, il n'y a pas tout ce qui est histoire de fiabilité, mousse, etc. qui moi m'ont causé du tort sur certains boîtiers. Donc c'est suite à cette expérience là d'ailleurs que j'ai un peu décidé de vous faire cette vidéo. Si j'en ai un à vous conseiller, voilà, celui-là pour démarrer, vraiment pour débuter lui, et celui-ci pour un amateur un peu plus averti. Voilà. Mais après, si vous êtes comme moi un switcher, est-ce que ça se dit ça, numérico-argentique? Voilà. Je démarrais avec lui, j'ai rapidement été limité parce que j'ai pas du tout les mêmes fonctionnalités que je pourrais avoir sur celui-ci. Là, je retrouve absolument tout le confort du numérique, mais avec une péloche argentique, donc avec cette petite différence qui fait tout. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à référencer la chaîne, c'est très 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 sympa. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'importe qui, vous la partagez aussi, ça m'aidera aussi à encore mieux référencer la chaîne, et encore mieux si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, c'est fait pour, hein. Je ne les ai pas désactivés, c'est fait pour que vous puissiez échanger. Je suis persuadé, alors là je vous ai présenté quelques joujoux, c'est pas une liste exhaustive, je vous ferai d'ailleurs des reviews de tous ces joujoux plus tard, mais voilà, il en existe plein. À vous d'aller tester, d'aller essayer, d'aller voir ce qui vous plaît, et puis de vous lancer, hein. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ayez un bridge, un réflexe ou même un compact. Le plus important, shooter. Allez, ciao tout le monde.